Bonjour Evelyne Sirmarin. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Evelyne d'avoir accepté notre invitation. Evelyne, tu es magistrate. Plusieurs milliers justement de magistrats, d'avocats et de greffiers ont manifesté hier partout en France pour réclamer plus de moyens financiers au gouvernement. Vous tirez la sonnette d'alarme, manque de temps, manque de moyens. Tu y reviens d'ailleurs dans une tribune que tu as publiée dans Le Monde datée du 13 décembre. Cette mobilisation fait suite aussi au suicide dramatique évidemment d'une jeune magistrate à Béthune et qui a donné lieu d'ailleurs à une tribune signée par 3000 personnes. Alors, je crois que ce qui est inédit dans cette mobilisation, c'est peut-être que le ras-le-bol, cette fois-ci, est général. Malgré le droit de réserve, l'ensemble de la hiérarchie est mobilisée et le soutien du mouvement, l'ensemble de la hiérarchie soutient ce mouvement. On est à 4 mois d'une présidentielle. Pourquoi un mouvement maintenant? Ça peut changer la donne, sensibiliser les candidats? Oui, alors il y a beaucoup de questions en une. Bon, d'abord, simplement pour dire, je suis magistrate honoraire et je parle aussi ici comme membre de la Ligue des droits de l'homme parce que tu as parlé du droit de réserve. Disons que compte tenu de l'attitude de la chancellerie, je préfère préciser que c'est pas uniquement en tant que professionnel. Voilà. Alors, toutes les questions qui sont posées. D'abord, la tribune qui est à l'origine, si on peut dire, du mouvement, bien qu'elle n'ait été que le déclencheur en réalité, c'est une tribune sur 9000 magistrats qui a été signée par 7500. Donc, on n'est plus à 3000, on est à plus des 2/3 du corps, des 3/4. 3/4 des magistrats qui n'ont pas l'habitude quand même de signer ni des pétitions, ni des tribunes, ni de faire des manifestations. Donc ça montre quand même le ras-le-bol général. D'abord, le contexte, effectivement, peut-être pré-électoral. Alors, c'est une question qui est intéressante parce que c'est ce que le garde des Sceaux ne cesse de dire. Voilà, on est en contexte préélectoral, donc c'est de la politique tout ça. Finalement, et derrière, ce qu'il y a, c'est une fois de plus, les juges rouges ont frappé. Sauf que cette argumentation fait complètement fi de la réalité, comme si l'ensemble du corps de la magistrature, qui est extrêmement réservé, qui s'exprime très peu, se mettait à vouloir faire grève uniquement pour embêter, j'imagine, le président de la République. Non, pas du tout. S'il n'y avait pas une réalité, évidemment, jamais il y aurait eu ce mouvement. Donc, l'idée du contexte préélectoral, c'est pas du tout ça. Le contexte, je vais essayer de le retracer brièvement. Ça a commencé en 2020 quand le garde des Sceaux a dit qu'il allait poursuivre des magistrats du parquet national financier qui avaient ordonné en fait des facturations téléphoniques détaillées dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Donc ces magistrats ont parfaitement appliqué la loi et la réponse du garde des Sceaux, ça a été poursuite disciplinaire. Bon, là, ça a été déjà très très mal pris. Il y a eu un communiqué des deux plus hauts magistrats de France, première présidente de Cour de cassation et procureur général Cour de cassation. Ensuite, toujours contexte, ça a été suivi par les manifestations de policiers, si vous vous souvenez, au mois de mai. Le problème de la police et la justice. Et là, ça a été vraiment beaucoup trop long de la part des syndicats de policiers. Bon, c'était à la suite d'une décision de cour d'assises d'appel, donc la justice populaire, et on retrouve tous les policiers dans la rue qui disent que finalement, faut plus de juges. Il faut les laisser tout seuls, eux, les policiers, et puis faut pas de contrôle judiciaire sur les libertés. C'était ça le problème de cette manifestation. Et c'est suivi par toujours les deux plus hauts magistrats de France qui vont voir le président de la République à la suite d'une tribune qui s'appelle Ça suffit, signée par les 35 premiers présidents de cour d'appel qui sont franchement pas des guévaristes, je peux vous l'assurer. Et les deux plus hauts magistrats de France vont voir le président de la République et le président de la République dit États généraux de la justice. Et on a ensuite cette tribune dont tu as parlé, à savoir cette jeune collègue de 29 ans qui se suicide alors qu'elle arrivait en juridiction
et qu'on l'avait nommé dans un poste dit de juge placé, c'est-à-dire on fait, mettons, on remplace un juge des enfants 4 semaines dans une juridiction, et puis on va dans une autre juridiction faire le juge d'instruction, etc. Et quand on débute, c'est comme les professeurs à l'éducation nationale, on donne les postes les plus durs aux gens qui débutent. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Vu l'état des juridictions, elle a complètement craqué. Ouais. Voilà, c'est ça le contexte. Et c'est pas du tout un contexte préélectoral. C'est un contexte d'épouvantable ras-le-bol. Alors, tu parles de ce ras-le-bol. C'est quoi exactement la vision de la justice, à la fois du garde des Sceaux actuel, Dupond-Moretti, mais aussi plus largement de l'exécutif, voire des exécutifs précédents, hein, parce qu'on a l'impression que depuis plusieurs années, depuis plusieurs mandats, on va dire, présidentiels, la politique en matière de justice, elle se suit, elle se ressemble. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent privatiser la justice? Bah alors, c'est une question effectivement de fond également qui me permet de dire que bon, on a beaucoup, on ne parle que des problèmes de moyens. C'est déjà bien, hein, bien sûr. Je veux simplement préciser que quand je parle de contexte et de ras-le-bol, quelques exemples et je répondrai immédiatement à ta question. Quelques exemples pour que les gens comprennent. Un juge des enfants à Marseille suit, par exemple, 500 dossiers dits d'assistance éducative en même temps, plus environ 150 mineurs délinquants. On connaît Marseille, on connaît les problèmes d'enfance en danger. Quand je dis l'assistance éducative, c'est 500 dossiers d'enfants en danger. On n'a pas besoin d'avoir fait des études de droit pour comprendre que ce n'est pas possible. Moi, j'ai été juge des enfants et j'avais à peu près 250-300 dossiers. Et déjà, j'étais dans l'angoisse permanente de me dire, je ne peux pas suivre en réalité tous ces dossiers en même temps. Qu'est-ce qui va arriver si je ne convoque pas une famille dont l'enfant m'est signalé comme en danger et qu'il y a un drame? Parce que c'est quand même, vous savez, quand les enfants sont en danger, c'est pas signalé n'importe comment au juge des enfants, c'est que déjà ça va très très mal, quoi. Et bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Les gens qui divorcent, ils le savent. Ils vont devant le juge des affaires familiales, c'est 15 minutes, on entend les avocats et les gens ne sont même pas entendus. Tout est comme ça. Bon, donc pour répondre à la question, le problème, c'est bien sûr tous ces problèmes de moyens, des audiences qui finissent, on l'a dit, à 1h du matin, etc. C'est surtout pour les gens, c'est horrible d'être jugé dans ces conditions. Mais derrière ce problème de moyens, ou de façon consécutive en quelque sorte, c'est le problème effectivement de la qualité de la justice, du service public et d'une vision de la justice qui est en train, depuis, on va dire, 15 ans, de s'approcher de plus en plus d'une vision de la justice à l'américaine. C'est-à-dire que, insidieusement, on ne s'en rend pas compte quand on n'a pas affaire à la justice, mais beaucoup de personnes sont encouragées, et plus qu'encouragées, sont obligées d'aller voir, par exemple, des médiateurs, des conciliateurs, avant d'avoir accès au juge. Et c'est cette vision de la justice aussi qui est derrière le problème des moyens et qui n'est pas du ressort uniquement de M. Dupond-Moretti. Ça fait à peu près 15 ans qu'on est en train finalement de supprimer le juge comme mode de règlement des conflits, c'est-à-dire quel que soit dans la conception française, quel que soit le litige, même si c'est simplement un problème de haie avec le voisin, je sais pas, de paiement de loyer, etc., même si ça peut apparaître comme des petits litiges, en France, on a accès au juge, on a droit à être aidé par l'aide juridictionnelle, et le juge, il tranche aussi bien des litiges très complexes que des litiges extrêmement simples. Et on est en train de se diriger vers le fait que de plus en plus pour les petits contentieux, et notamment au pénal, c'est absolument étonnant, on va vers une justice négociée sans vrai juge. Et ça s'appelle le plaidé coupable, hein, la comparution préalable de culpabilité. Et ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui est poursuivi au pénal, je ne sais pas, pour un vol ou pour un recel, etc. Bon, des délits considérés comme pas très graves, à ce moment-là, il ne va pas avoir affaire à un magistrat, il aura affaire à un magistrat du parquet qui va négocier la peine, qui va dire, bon, ça vaut 3 mois de prison avec l'avocat.
l'avocat va accepter, refuser, et ensuite la personne se retrouvera certes devant un magistrat indépendant, un juge, mais qui n'aura que pour seule fonction que d'homologuer. Voilà. Donc c'est le problème vraiment démocratique de est-ce qu'on veut une justice pour laquelle on a droit à un juge compétent, professionnel, pour être jugé du petit délinquant jusqu'au plus grand criminel. Et c'est ça le problème. Et on voit, pour finir, dans les états généraux de la justice, et je crois que ça a évidemment aussi mis le feu aux poudres, que les questions qui sont posées, ce sont des questions totalement orientées. C'est du style pensez-vous que pour les petits litiges, la conciliation puisse être suffisante? Ou, autre question, pensez-vous qu'une justice qui décide que les preuves doivent être apportées par la partie civile, c'est-à-dire les victimes, et l'accusé ou le prévenu, puisse fonctionner, à savoir que dans ces cas-là, c'est une justice qui coûte extrêmement cher, comme aux États-Unis, où ce sont les avocats qui vont chercher des témoins, qui font faire des expertises, tandis qu'en France, si on a affaire à la justice pénale, s'il y a besoin d'expertise, par exemple d'une recherche d'ADN ou d'écoute téléphonique, etc., c'est évidemment des frais de justice qui sont payés par l'État. Ça ne coûte rien au niveau de la recherche des preuves. Ou les infractions sexuelles, comme on en voit beaucoup en ce moment, où c'est à ce moment-là, bon, c'est la justice qui recherche les preuves ou pas de preuves. Mais voilà, on s'oriente vraiment vers une justice qui échappe à un accès démocratique. Evelyne, de plus en plus, on entend quand même dans le discours à la fois du garde des Sceaux, mais chez beaucoup d'hommes et de femmes politiques gauche-droite, que l'un des problèmes de la justice, ce serait la lenteur, qu'il faudrait accélérer les procédures, qu'il faudrait rendre justice plus rapidement, plus vite, le plus vite possible. Est-ce que c'est le bon angle pour parler des problèmes de la justice? Est-ce que la justice doit nécessairement être rapide et rendre ses jugements au plus vite possible? Alors, deux choses. D'abord, oui, le problème de la justice, c'est tout à fait la lenteur. C'est-à-dire que c'est inadmissible. Par exemple, quand on est licencié et qu'on estime que c'est injuste, c'est inadmissible qu'il faille attendre 3 ans pour être jugé par un conseil des prud'hommes, c'est-à-dire tout simplement percevoir ces indemnités de licenciement. Pour les gens, c'est une vie insupportable s'ils n'ont pas, ils n'ont plus de salaire et ils n'ont pas d'indemnité de licenciement. Alors, 3 ans, il faut attendre pour aller au conseil des prud'hommes et encore à peu près 2 à 3 ans si on n'est pas content de la décision pour aller en cour d'appel. C'est-à-dire, c'est 5 ans à partir du moment où on est licencié. Et tout est à peu près comme ça. Donc, oui, la justice est inadmissiblement lente, ça c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faudrait doubler le nombre de magistrats et de greffiers. Mais, comme tu le dis, il y a un certain nombre de litiges qui nécessite quand même d'abord une instruction. Hein. Je parle de la justice pénale, évidemment, les affaires les plus graves. Il y a des juges d'instruction, c'est fait pour ça, pour mener l'enquête et pour surveiller l'enquête policière. Et puis, il y a aussi beaucoup en matière de justice civile, les problèmes compliqués de droit de la construction ou même les juges des affaires familiales, par exemple, ou les juges des enfants. Il est tout à fait nécessaire de prendre le temps de faire des enquêtes de personnalité, des enquêtes sur l'aspect éducatif de la famille, etc., notamment pour les juges des enfants, pour voir par exemple si le mineur qui est en danger, est-ce qu'il faut, oui ou non, le retirer de sa famille parce que bon, il est vraiment menacé, ou est-ce qu'avec une mesure d'aide éducative en milieu ouvert, on peut aider la famille à apporter les soins nécessaires à ce mineur. Et ça, pour ça, il faut du temps, nécessairement. En revanche, je reprends l'exemple du juge des affaires familiales. Par exemple, pour les violences conjugales, la justice est beaucoup trop lente. Il faut à peu près 1 an quand on veut divorcer ou se séparer et puis avoir des droits sur la garde de l'enfant. Il faut à peu près 1 an pour avoir une décision de justice pour que le juge des affaires familiales dise, je ne sais pas, moitié chez le père, moitié chez la mère, etc. Et c'est pendant ce temps-là que souvent les violences familiales se perpétuent. Et donc là, au contraire, il faut une justice rapide. Et ce n'est pas le cas. Alors, il y a la question du temps, mais il y a aussi la question de la cherté
En fait, tu parles d'un divorce, par exemple, eh ben, Oui, il faut quand même avoir un avocat et ça coûte ah oui. cher. Et il y a beaucoup de gens qui se refusent en fait à recourir à la justice précisément parce qu'elle coûte trop cher. Est-ce qu'une une justice gratuite et accessible à tous et à toutes sur le modèle de la sécurité sociale, c'est envisageable, c'est possible? Alors là, c'est une très vieille revendication hein, des avocats et puis du syndicat de la magistrature sur l'aide juridictionnelle. Alors, une justice gratuite, évidemment, les avocats sont absolument contre, hein, puisque ce sont des professions libérales, hein, c'est comme les médecins. Mais l'idée, ça serait d'augmenter considérablement le plafond de l'aide juridictionnelle. Actuellement, pour avoir un avocat gratuit, vraiment gratuit, il faut avoir en gros un petit peu moins de 1 000 € de revenus. Donc, bien sûr, il y a très peu de gens qui ont un avocat totalement gratuit. Et c'est un petit peu, enfin, c'est beaucoup ça le problème. Alors, tu dis que oui, il y a beaucoup de gens qui hésitent à saisir la justice, mais c'est aussi que enfin, en même temps, on dit les gens n'ont pas confiance à la justice. Je rebondis un petit Mm. peu là-dessus. Les gens n'ont pas confiance en la justice, mais elle est aussi saisie de plus en plus. Donc, tout ce Mm. discours du politique, notamment, et que les juges ont intériorisé, c'est ça qui me frappe, en fait, dans mon métier, c'est que nous, les magistrats, on a complètement intériorisé le fait qu'on était des mauvais, qu'on n'avait pas confiance en nous. Et il y a une étude très intéressante du CNRS, dirigée par une chercheuse qui s'appelle Cécile Vigour, qui a montré, elle est de juin 2021, sur justement les rapports entre les citoyens et la justice. Et elle dit, mais en gros, non, c'est pas vrai. Les gens, ils ont confiance en la justice, ils la saisissent de plus en plus, mais ils déplorent complètement l'aspect service public qui n'existe pratiquement plus, c'est-à-dire la lenteur, le fait de ne pas être entendu. Quand on va à l'audience, c'est vraiment vite fait, mal fait sur l'audition des gens, et ils attendent des années pour être écoutés 5 minutes, même pas. Mm. Et c'est de ça qu'ils sont très mécontents. Mais effectivement, le fait de pouvoir accès à avoir une justice beaucoup plus gratuitement, il faudrait énormément remonter le plafond de l'aide juridictionnelle, c'est sûr. Dans l'actualité de la justice, il y a eu l'incarcération de Claude Guéant, l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy. Alors, on a vu beaucoup la droite s'émouvoir de cette Bien décision. Elle sûr. fait valoir qu'il s'agit aujourd'hui d'un vieil homme de 77 ans, à la santé Oui, fragile, oui, qu'il ne oui, oui. représenterait pas véritablement un danger ni une menace s'il était en liberté. Est-ce qu'il faut se réjouir de cette incarcération, justement au motif que les cols blancs n'échappent enfin plus aux décisions de justice? Alors moi, je me réjouis jamais hein, de l'incarcération de qui que ce soit, y compris monsieur Guéant. Le problème, c'est que depuis des années, les politiques nous disent, enfin notamment évidemment la droite, nous dit les peines ne sont pas exécutées. Hmm. Première remarque, je crois que là, les peines sont correctement exécutées. Mais elle n'a pas été exécutée de façon bovine, cette peine de Claude Guéant. Elle a été prononcée en 2017, confirmée par la Cour de cassation. Il avait une somme importante hein, à payer, avec des coprévenus d'ailleurs, hein, pas tout 3 000 euros, seul. je crois, par mois. Voilà, il avait 3 000 € par mois. En tout, c'était un préjudice de 210 000 € hein, qui avait. C'est un préjudice à nous tous, hein, les citoyens, puisque c'est Bien des sûr. enveloppes hein, du ministère de l'Intérieur qui étaient destinées à de la surveillance policière et puis qu'il a distribué entre lui. Il en a pris la moitié, 5 000 € par mois, et puis d'autres personnes auxquelles il a distribué le solde. Donc c'est pour ça qu'il a été condamné. Et ces 3 000 € par mois étaient prélevés donc, sur une retraite d'à peu près 5 000 €. Et le problème qui s'est posé, c'est que sa condamnation était définitive. Bon, évidemment, il les payait les 3 000 € par mois puisqu'ils étaient prélevés. Mais ce qu'on lui reproche, c'est que c'est d'être un petit peu quand même, d'avoir un peu organisé son insolvabilité, même si c'est pas juridiquement ça, comme ça que ça s'appelle, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire que il a vendu, et ça, il y a une enquête policière qui l'a démontré, financière. Il a vendu des biens mobiliers, bon, une montre de grand luxe Patek Philippe et un PEA, je crois. Enfin bon, bref, une assurance vie, pardon. Bon, bref, il a vendu des avoirs qu'il avait
Et au lieu de les attribuer au remboursement des victimes, bien sûr, puisqu'il avait les moyens de le faire, bon, il a donné l'argent, semble-t-il, à ses enfants, dont il dit qu'ils étaient dans le besoin. Et ça n'a pas été suffisamment établi ni prouvé. Et ça fait qu'on a estimé qu'il avait un petit peu continué à aller dans des restaurants de luxe. On voyait qu'il retirait très peu d'argent sur ses comptes pour vivre. Et donc, la Chambre de l'application des peines a eu le sentiment que, au lieu de faire ce qui était prioritaire, c'est-à-dire de rembourser sa dette, la dette qu'il avait envers l'État, eh bien, il a continué à vivre selon des moyens un petit peu, non pas dispendieux, mais un petit peu, enfin très aisés en tout cas. Et donc là, il a été incarcéré. Son avocat va exercer ses droits, c'est tout à fait normal. Il a demandé une expertise médicale, comme toutes les personnes qui sont soit en mauvaise santé, soit âgées, pour voir si sa détention est compatible avec son état de santé. Si ce n'est pas compatible, il sera remis en liberté sous bracelet électronique. Mais c'est un petit peu un coup de semonce pour dire aux gens aussi, écoutez, vous avez une peine à exécuter, vous avez des dommages d'intérêt à payer. Que dirait-on si c'était, par exemple, justement, quelqu'un qui tape sur quelqu'un d'autre, qui a des dommages d'intérêt à payer parce qu'il y a eu un préjudice physique important, et puis qui va dans des grands restaurants plutôt que de rembourser la victime ou quelqu'un qui a volé, etc. Voilà, c'est du même ordre. La priorité dans ces cas-là, c'est de rembourser les victimes jusqu'à ce qu'on ait fini de rembourser. Evelyne, tu es une militante ou une sympathisante de gauche. Aujourd'hui, le total gauche dans les sondages aussi entre 20 et 25% tout au mieux. Le plus faible score de toute l'histoire de la Ve République. Qu'est-ce qu'à la gauche a proposé à la justice? Est-ce que tu penses qu'elle ferait mieux? Je te dis ça parce que depuis le début de la semaine, mais maintenant depuis même quelques semaines, il y a un nom qui est sur toutes les lèvres, c'est celui de Christiane Taubira qui pourrait potentiellement être candidate à la primaire populaire ou à la présidentielle directement, on ne sait pas trop. Et justement, c'est une ancienne garde des Sceaux. Est-ce que tu penses, par exemple, qu'elle pourrait porter sur le devant de la scène des sujets qui t'apparaissent importants, enfin, si tant est que tu considères que son bilan est positif voilà. en tant que garde des Sceaux? Est-ce qu'elle t'a laissé un bon souvenir? Un bon souvenir. Garde des Sceaux. Bon, à titre personnel, comme Monsieur Dupond-Moretti, et je crois que beaucoup de magistrats sont comme moi, j'ai rien à dire sur la personne de Madame Taubira ou de Monsieur Dupond-Moretti, parce que c'est pareil, les médias disent beaucoup, oh là là, c'est un problème de conflit personnel. Par exemple, là, avec Monsieur Dupond-Moretti, il est méchant, il est brutal. Bon, c'est pas du tout le problème. Il pourrait être plus aimable, plus élégant. Ça changerait pas la donne. Mais ça changerait rien. C'est un problème de politique. Donc, Madame Taubira, elle a été ce que disaient en tout cas les syndicats de magistrats, hein, les deux. C'est quelqu'un de très respectable, c'est évident. Maintenant, ça a été, pour en tout cas les syndicats de magistrats, qualifié de ministère de la parole. Et je pense que c'était une assez bonne qualification. Elle a fait des discours merveilleux, très beaux, vraiment très beaux. On attendait beaucoup d'elle parce qu'elle avait des positions, notamment sur la prison, extrêmement humaines. Mais M. Dupond-Moretti, dans son discours d'investiture, voilà, la prison, c'est inhumain, etc. Bon, mais ce qu'on attendait de Mme Taubira, c'était quand même justement de revenir à une justice de service public, d'élargir l'accès à l'aide juridictionnelle, bon, aux avocats beaucoup plus facilement, tout un tas de choses comme ça. Ça n'a pas été fait. Elle a mis en place ce qui s'appelle la contrainte pénale. Ça n'a pas marché. C'était le fait de pouvoir, au lieu de mettre quelqu'un en prison, c'était une idée généreuse, de pouvoir le faire encadrer par des conseillers d'insertion et de probation et de faire en sorte qu'il trouve un boulot, il trouve un logement, etc. Ça n'a pas marché parce que ce sont des mesures qui n'ont pratiquement pas été appliquées parce que elles étaient connexes à une autre mesure qui s'appelle le sursis mise à l'épreuve. Et donc, ça n'a pas été du tout utilisé. C'est tombé un peu en désuétude et ça a été même supprimé là récemment. Bon, donc, la question des moyens
et qui sont vraiment la condition nécessaire, mais pas du tout suffisante, à une justice de qualité, Madame Taubira, elle n'a pas du tout traité cette question. Donc, voilà pour vous répondre. Ce n'est pas du tout une question de personne, mais donc ce souvenir fort sympathique en ce qui concerne les discours et les engagements, bilan réel, beaucoup de paroles et peu d'actes. Allez, on a une dernière question pour toi, Evelyne, dans le prolongement de la question de Pablo. Pablo faisait état de l'état de la gauche, justement. Qu'est-ce que ça t'inspire, l'état de cette gauche? On a presque 7 candidats, peut-être bientôt plus. La gauche est à la peine, évidemment. Elle est presque menacée de disparaître, hein, finalement. Elle te désespère, la gauche? Faut pas être désespéré parce que je pense qu'on pourra, je pense après les législatives, voir une recomposition. Je crois qu'on se focalise beaucoup sur les présidentielles. On perd de vue que peut-être les législatives apporteront une contradiction au résultat. De toute façon, il y aura un résultat des présidentielles. On ne sait pas ce qui va se passer si l'hypothèse d'un président quel qu'il soit qui est élu entraîne ensuite aux législatives une absence de majorité au Parlement. C'est une hypothèse tout à fait possible vu l'état dans lequel on est. Et là, bon, comment ça se passera au point de vue de la possibilité de gouverner? Et je crois on perd de vue complètement ces législatives. Il me semble que, évidemment, je fais partie de tous ces gens qui sont, comme citoyens, totalement désemparés par l'état de fractionnement de la gauche. Le malheur, c'est que chaque candidat considère, semble-t-il, que tout doit se rassembler autour de lui. Et c'est vraiment ça le problème. Il n'y a pas eu du tout de démarche d'unité, de rassemblement. Ça n'a pas été possible en préalable. Et évidemment, on va le payer et c'est nous qui allons le payer. Les égos des appareils politiques sont complètement mortifères pour nous tous. Eh bien, merci pour cette suite très enthousiaste. Ciao, ciao, Evelyne.